Juste pour vous souhaiter la bienvenue. Le thème de notre webinaire, ce sont les sinistres ou même les réclamations sur les pertes d'exploitation post-Covid. Je suis Frédéric Grand, je suis en charge de Dio SAS et je suis ravi d'introduire ce webinaire. D'abord, pour tous ceux qui participent et les clients, merci, merci de votre confiance. Nos équipes se sont battues. Je les remercie également pour vous au moment des renouvellements face à des assureurs dans une situation un peu difficile et puis dans un contexte sanitaire qui n'était pas le plus aisé. Et vous nous avez renouvelé votre confiance, donc je voudrais vous remercier. Puis j'ai vu qu'on avait quelques nouveaux clients, donc je voulais leur souhaiter la bienvenue. Le but de ce webinaire, ça fait un an, un mois à peu près qu'on est rentré en confinement avec derrière toutes les conséquences que l'on connaît et des arrêts d'activité pour des entreprises avec éventuellement, enfin, avec des pertes ou des préjudices en termes de pertes d'exploitation et un débat sur sommes-nous couverts dans nos contrats ou ne le sommes-nous pas. On ne va pas vous répondre aujourd'hui, vous êtes couvert, vous n'êtes pas couvert. En revanche, on a vocation à vous donner une vision un peu générale de la situation en France, de ce qu'au niveau de Dio, nous avons fait, et puis de vous dire que nous sommes résolument à vos côtés et que l'objectif est de vous accompagner pour prendre la bonne décision par rapport à votre contrat à vous et par rapport à un contexte général qui évolue. Et d'où l'intérêt, et peut-être Olivier, si tu peux mettre le slide pour présenter les gens qui sont là pour ce séminaire, pour ce webinaire. Voilà, donc je vais commencer par Vesna. Vesna Djudjevic est notre directrice transport et surtout indemnisation dommages aux biens. Et Vesna a la responsabilité a pris le lead de la task force Covid que nous avons montée l'année dernière en mars, puisque face à la situation, on a commencé à créer un code en fait Covid pour les réclamations et pouvoir les tracer, les suivre. Et puis on a monté une task force avec un certain nombre de personnes qui est l'idée par Vesna sur comment doit-on approcher la situation, combien de temps de réclamation de nos clients auprès des assureurs, etc. Donc voilà, Vesna vous expliquera un peu ce que nous avons fait. Et puis, l'année dernière, au fur et à mesure des réclamations, des échanges que nous avons pu avoir, nous avons croisé Maître Bois, qui nous accompagne aujourd'hui sur ce webinaire. Et on a trouvé en Maître Bois un avocat assez affûté, assez au courant de ce qui se passait et assez assertif dans sa vision des choses. Et on s'est dit, donc je le précise tout de suite, nous n'avons pas de relation contractuelle avec Maître Bois et on s'est simplement dit que ça valait le coup d'utiliser tout ce qu'il a pu découvrir et puis toute sa compétence et sa connaissance pour vous faire un panorama un petit peu de la situation et où nous en sommes aujourd'hui par rapport à par exemple à l'évolution de la jurisprudence. Donc voilà l'objectif, vous éclairer un petit peu sur la situation et puis vous expliquer ce que nous avons fait au niveau de Dio. Voilà, sans plus tarder, je laisse démarrer au niveau de l'agenda. On va peut-être passer, Olivier, au slide suivant. Voilà, donc au niveau de l'agenda, je vais laisser la parole à Maître Bois qui va vous expliquer un petit peu l'état actuel des actions en France essentiellement, et puis avec un éclairage sur ce qui se passe au Royaume-Uni, également aux États-Unis. Il vous parlera, puisque nous sommes globalement à mi-chemin sur la prescription biennale, on tombera en mars 2022, donc on est à mi-parcours. Donc Maître Bois vous donnera quelques points d'attention, puis Vesna vous expliquera ce que nous faisons. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je pense qu'après chaque intervention, il y aura une petite session questions-réponses. Et sinon, d'utiliser le chat pour les questions que vous pourriez avoir. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et je vous laisse la parole. Merci Frédéric. Vous m'entendez tous bien? Merci à Frédéric Grand et à Vesna Djordjevic de me recevoir aujourd'hui. Comme l'a dit Frédéric, oui, je connais bien ces questions. J'ai moi-même travaillé dans un cabinet de courtage pendant une douzaine d'années et je suis aujourd'hui avocat depuis une douzaine d'années également. Je suis exclusivement avocat d'entreprise. Je ne suis pas avocat d'assureur, je m'interdis de l'être. Donc, je suis avocat d'entreprise assurée, d'acheteur d'assurance, c'est coutume de dire, tant pour les rédaction de leur contrat que pour l'application des garanties, c'est-à-dire parfois les sinistres, et donc le contentieux. La situation actuelle qui a démarré il y a maintenant 13 mois est évidemment atypique.
Et au bout d'un an, il nous a semblé intéressant de vous donner un point de vue, ou plutôt un éclairage, un petit résumé sur où on en est en droit de l'application des contrats d'assurance et des garanties de perte d'exploitation. Nous avons estimé qu'il était intéressant de le faire d'un point de vue non seulement français, mais d'un point de vue également britannique et américain, car la jurisprudence dans ces pays-là avance plus vite que la nôtre. Et donc, en regardant ce qui se passe dans ces pays, on a un œil plus précis et plus anticipé sur ce qui arrive et ce qui nous arrivera dans notre droit et dans les mois et années qui viennent. Quel est l'état de la situation aujourd'hui et où en est-on déjà sur un plan global? Quelques petits rappels sur les pages suivantes. Je pense que ça, voilà. Alors, qu'est-ce que la perte d'exploitation? De quoi parle-t-on? Qui est défini sur le slide suivant. La perte d'exploitation, c'est une garantie dans les contrats d'assurance, rarement dans un contrat spécifique, elle est généralement comprise ou ajoutée dans les contrats d'assurance de dommages aux biens, qui est une garantie faite pour replacer l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit. C'est sa philosophie et sa logique. C'est donc une garantie qui donne à l'assuré le moyen financier de se replacer dans la situation dans laquelle, si le sinistre n'avait pas eu lieu. Elle garantit donc la perte de marge brute suite à la réduction du chiffre d'affaires et les frais supplémentaires d'exploitation engendrés par le sinistre, généralement dus à une interruption, une réduction de l'activité de l'entreprise, suite, c'est la définition la plus courante, mais ce n'est pas la seule, comme vous l'avez écrit là, suite à la survenance d'un dommage matériel non exclu des présentes conditions. C'est le terme généralement usité dans les contrats. Nous garantissons donc bien la perte de marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation. En clair, les charges fixes demeurent, les charges variables sont réduites. Un exemple, il n'est pas prévu dans les contrats d'assurance que le chômage partiel soit développé comme il l'a été depuis un an exceptionnellement. À la limite d'ailleurs, si on applique à la lettre les contrats et la manière dont la marge brute est assurée, on ne devra même pas déduire, ce n'est pas de bon sens, mais on ne devra même pas déduire les chômages partiels, puisqu'il n'a pas été prévu comme étant déduit dans les contrats d'assurance. Les contrats d'assurance prévoient généralement la manière précise dont la marge brute indemnisable est calculée, avec des numéros de compte comptables assez précis. Voilà ce dont on parle. Donc on parle d'un chiffre qui est assez haut dans le bilan d'une entreprise, la marge brute, ce n'est pas la ligne du bas, c'est plus proche de la ligne du haut que la ligne du bas. Ça peut être dans certaines activités 80 ou 85% du chiffre d'affaires. Ça peut être dans d'autres 10 ou 15. Mais ça peut être un chiffre relativement élevé en pourcentage. Quel est le contexte économique? Le contexte économique, vous le connaissez, mais quelques chiffres qu'il est intéressant d'avoir en tête. L'année dernière, récession de 8,3 points. C'est la plus élevée en France depuis 1942. La dette cumulée des entreprises de l'année dernière, c'est 1 200 milliards. Et le nombre de procédures collectives, redressement et liquidation judiciaire attendues pour les entreprises en 2021, qui n'est pas encore arrivé, c'est 20 000. Les assureurs ont estimé que s'ils devaient assumer la totalité des pertes d'exploitation de l'année 2020, cela représenterait 47 milliards. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient payé l'année dernière au titre des pertes d'exploitation du Covid 1,7 milliard. Voilà. C'est la communication officielle qui en a été faite par eux. Sur la base de quels arguments? De quelle manière cela s'est-il passé? J'ai résumé ça d'une manière très simple. J'ai repris Denis Kessler, le président de SCOR, a fait une tribune au mois de janvier dans laquelle il a donné les arguments économiques qui donnent cela. Ce sont des arguments économiques, ce ne sont pas des arguments juridiques, mais on les entend. Le risque de perte d'exploitation en cas de pandémie est sériel. Sériel, vous êtes souvent connaisseurs de l'assurance, mais pas tous. Sériel, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un, qu'il y en a une série et qu'il y a donc un cumul.
ce qui signifie pour un assureur, ou en tout cas c'est le point de vue de Nick Lesser, qu'elles ne sont pas absorbables, car en fait, il n'y a pas de mutualisation, c'est-à-dire que les bons ne payent pas pour les mauvais, car cela se généralise. La deuxième chose, deuxième argument des assureurs, c'est que les réactions des pouvoirs publics ne sont pas modélisables. C'est une manière polie de dire que ça peut être un peu démagogique et que le déclenchement des sinistres, quand ce sont des fermetures administratives, n'est pas quelque chose d'économiquement rationnel. On a démontré que tous les comportements économiques sont rationnels et modélisables, ce serait nouveau, mais bon, néanmoins, il semblerait que celui-ci soit encore moins que d'autres. La troisième chose, c'est que dans ce genre de cas, tout le monde n'est pas assuré et que ça assure que ceux qui ont un plus grand risque. Donc, ça accentue le phénomène d'anti-sélection, c'est-à-dire qu'il est encore plus compliqué de faire payer les bons pour les mauvais et qu'il n'y a donc que les mauvais qui s'assurent et par conséquent, chroniquement, des sinistres supérieurs aux primes, donc un équilibre économique pour les assureurs impossible. Voilà la logique économique des assureurs qui fait que, un, ils refusent de mettre en place un système d'assurance de pandémie pour le futur et que, deux, ils ont estimé depuis le début de la crise en mars 2020 que les pertes d'exploitation et les conséquences en général du Covid, pas seulement les pertes d'exploitation, même si ce sont les principales conséquences, ne sont pas assurables. Voilà. Elles ne sont pas assurables. Sur un plan économique, personne ne le discute. Mais c'est une autre question de savoir si elles sont assurées. Parce que ça, ce n'est pas pareil. Savoir si elles sont assurées, ce sont les contrats. Il y a eu, pas de détails ici, mais certaines tensions, pour parler en termes anglais, entre les assureurs l'année dernière à cette époque, qui s'est fini devant l'autorité de régulation des assureurs, le CPR, qui dépend de la Banque de France, à qui il a été demandé de faire une petite enquête pour savoir quelles étaient la proportion des contrats qui ne couvraient pas. La CPR a fait un communiqué au mois de juillet, un communiqué de 20 lignes pour les juristes un peu court, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et surtout comment ça a été fait. Enfin bon, un communiqué de 20 lignes qui dit que 2,6% des contrats accordent une perte d'exploitation, accordent une couverture pour le Covid, que 4,1% sont litigieux et donc doivent être tranchés par les tribunaux et le reste non. Quand on en parle avec un certain nombre de courtiers, ils estiment que c'est plutôt 15%. L'expérience des sinistres qui leur arrivent, c'est qu'environ 15% des contrats d'assurance avec perte d'exploitation comporteraient une garantie susceptible de jouer en cas de Covid. Les Britanniques, eux, ont fait un travail un peu plus poussé, dont on va parler tout à l'heure, au terme duquel ils ont estimé, de manière extrêmement précise pour le coup, que 370 000 entreprises britanniques pouvaient bénéficier d'une garantie. Tandis qu'en France, on sera entre 70 000 et 170 000 suivant les estimations. Voilà l'état économique appliqué par le juridique de la perte d'exploitation Covid. C'est très indicatif, on ne le saura jamais véritablement, mais voilà les chiffres. Alors en pratique, comment ça se passe depuis un an? Depuis un an, il y a eu 3 étapes. La première est quasiment finie, les 2 autres sont très en cours. La première, c'est ce qu'on appelle l'application des PE sans dommage, pardon pour le jargon, donc la perte d'exploitation sans dommage, c'est-à-dire les pertes d'exploitation assurées de manière directe et dans lesquelles il n'est que peu de contestation possible, voire pas du tout par l'assureur, sur le fait que la garantie s'applique ou pas. Néanmoins, les assureurs ont résisté, beaucoup ont été assignés sur ces sujets-là, notamment parce qu'ils résistaient sur la façon dont il fallait appliquer la garantie et sur la manière dont on calculait la garantie, sur les montants de garantie. Alors, quels sont les types de garanties en question? J'ai mis 3 exemples. Pardon, il me faut faire un petit peu de lecture parce que c'est assez précis. Des garanties spécifiques, des garanties par extension et des tableaux de garantie. Ça donne les 3 exemples, la manière dont on peut les trouver. Premier exemple à gauche, protection financière, c'est le nom d'un chapitre de contrat d'assurance. C'est-à-dire à la fermeture temporaire de l'établissement décidée par les autorités administratives ou sanitaires consécutive à l'un des événements suivants: meurtre, assassinat, suicide, maladie infectieuse ou contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. Il n'y a pas beaucoup de débat sur le point de savoir si la garantie s'applique lorsque vous avez un restaurant et qu'il est fermé, ou lorsque vous avez un établissement qui reçoit du public et qu'il est fermé par décision administrative, la garantie s'applique. C'est assez clair. Vous avez un autre type de garantie qui sont des clauses dérogatoires qui disent par exemple que toutes les subventions perçues par l'assuré font partie intégrante du chiffre d'affaires permettant de déterminer la perte d'exploitation. En complément de ceci, nous garantissons, c'est l'assureur qui parle, la perte
de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption, de la réduction de votre activité résultant d'une fermeture administrative. La période d'indemnisation ne peut pas excéder 6 mois, c'est une limite de garantie en durée. Garantie assez claire également. Troisième garantie, exemple de garantie, qui est assez clair, même si l'assurance n'attendait peut-être pas trop parce qu'elle soit claire. C'est un exemple de contrat, hein. À chaque fois, c'est un exemple de contrat tout à fait précis que j'ai pris. Il n'est rien dit nulle part dans le contrat, il y a seulement un tableau de garantie que j'ai reproduit ici et qui vous dit conséquences financières avec des montants, hein, des capitaux et des franchises, perte d'exploitation après événement assuré, ci-dessus en dommages directs sauf indication, et au-dessus vous avez incendie, inondation, donc la perte d'exploitation consécutive à un certain nombre d'événements, période d'indemnisation 12 mois, très bien, et en dessous vous avez limité à 3 mois suite à impossibilité d'accès à fermeture administrative. Mais l'assureur a oublié de définir l'impossibilité d'accès à la fermeture administrative dans le contrat. Donc la garantie, elle existe, elle est écrite là. Alors c'est 3 mois, pas beaucoup, mais impossibilité d'accès à fermeture administrative. Il y a une garantie, elle figure là et nulle part ailleurs. Elle n'est pas discutable. Sur ces sujets-là, il y a néanmoins eu un peu de bataille sur le point de savoir, car vous le voyez, ce sont des garanties qui sont intéressantes parce qu'elles sont claires, mais elles sont généralement limitées à des lieux, à des établissements, à des sites. Et les assureurs se sont battus sur le point de savoir si elles s'appliquaient une fois ou plusieurs fois, par exemple. Il y a un jugement intéressant du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2021 qui a ainsi condamné un assureur, en l'occurrence Allianz, à un montant de garantie de 9 millions à titre de provision sur une demande de 19 millions avec une expertise judiciaire, car le débat était de savoir si la garantie s'appliquait par site, car elle était limitée à 5 millions, ou si elle était globale pour l'ensemble des sites assurés par le contrat. C'est un groupe d'endroits avec des établissements ouverts au public. Je vous fais grâce de la lecture du jugement qui est assez complexe parce qu'il fait une vingtaine de pages sur la définition du par site et sur quelques contradictions qu'il y avait dans les discussions. Assez peu de contradictions. Je ne suis pas avocat du dossier, donc j'en parle facilement, hein. Il était clair que la garantie était acquise par site. Donc l'assureur a été condamné à payer une garantie qui sera par site fermé. La limite de garantie est en l'espèce de 5 millions. Il y a deux cas, hein. Dans ces cas-là, il y a est-ce que la garantie est limitée par site? Et en outre, quelle est la période de garantie? Est-ce qu'elle s'applique strictement du début de la fermeture administrative à la fin de la fermeture? Le tribunal a clairement dit que, je vous cite, il est par contre indéniable, au regard de l'article des dispositions générales du contrat, que la période d'indemnisation peut se poursuivre au-delà de la période légale de fermeture, dès lors que les résultats de l'établissement en sont affectés. Car l'article de la garantie stipule la période d'indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de votre établissement ou vos revenus professionnels sont affectés par celui-ci. C'est une clause assez classique. Ça signifie, par exemple, si c'est un hôtel qui a été fermé, qui n'a pas pu prendre de réservation, que les réservations sont dues à la fermeture et qu'il y a eu plusieurs périodes de fermeture, qu'on ne couvre pas forcément que la période entre le jour du début de la fermeture et la fin de la fermeture administrative par arrêté préfectoral, et que les conséquences qui durent au-delà de la période stricte de fermeture sont également couvertes, à dire d'experts confirmés par le juge. Voilà les débats qui ont eu lieu, qui ont donné lieu à de la jurisprudence assez précise, dans le détail de laquelle je n'entre pas aujourd'hui, puisque c'est extrêmement technique. Voilà le premier débat, il est quasiment fini. Il va durer encore parce qu'il y a des résistances sur ces sujets-là, des résistances, on va dire, de montant, mais pas des résistances de principe. Le deuxième débat, qui est en plein, qui a donné lieu à beaucoup de publications et de jugements depuis le mois de juin dernier, c'est sur les extensions de garantie. Les extensions de garantie, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, comme je le disais tout à l'heure au début, la garantie des pertes d'exploitation, elle fait rarement l'objet d'un contrat d'assurance spécifique. Elle est, en France, 99 fois sur 100, une garantie ajoutée dans un contrat d'assurance de dommages aux biens. Pourquoi? Parce que les garanties d'assurance de perte d'exploitation spécifiques, ça coûte assez cher, elles sont peu achetées, et donc elles sont souvent une garantie de plus dans un contrat d'assurance de dommages aux biens. En ayant en tête que si elles sont très fréquentes aujourd'hui, c'est parce que nous sortons d'une période de 15 ans durant laquelle les prix d'assurance ont baissé, le marché était dit soft, et les assureurs se sont fait davantage concurrence entre eux, et par conséquent, il était plus aisé pour les assurés, par l'intermédiaire de leurs conseils, de leurs courtiers, d'obtenir des garanties plus larges. Évidemment, plus les garanties sont larges, plus il y a notamment ce type de garanties qui ont été accordées. Je ne suis pas sûr que dans l'avenir, ce sera aussi évident. Mes voisins me diront que ce sera difficile. Et je pense qu'en effet, ça le sera de plus en plus.
Mais néanmoins, aujourd'hui, elles existent. En tout cas, en 2020, elles existaient. Parce qu'elles n'étaient pas encore exclues par les assureurs, comme on va le voir tout à l'heure. Quelques exemples de ces extensions de garantie, qui sont des exemples tirés de contrats, et qui peuvent donner lieu à, assez clairement, vous allez lire devant moi, à l'application d'une garantie de perte d'exploitation consécutive au Covid. Première, par exemple, c'est une clause dite de contrainte, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Les garanties de la police seront acquises à l'assuré lorsqu'il se trouvera, à la suite d'un sinistre ou d'un événement générateur atteignant ses propres biens ou ceux de ses voisins, contraint par une autorité quelconque ou par simple décision de sa part, agissant en bon père de famille, notion juridique qui n'est pas encore interdite, on a encore le droit d'être bon père de famille, de suspendre son activité ou de surseoir à la remise en activité de son entreprise. Ça se lit de la manière suivante, contraint par une autorité quelconque ou par simple décision de sa part. Cela signifie que si l'entreprise n'a pas fait l'objet, par exemple, d'une fermeture administrative, elle n'est pas une activité directement concernée, mais tous ses clients ont été arrêtés, ou ses clients ont arrêté, 80% de ses clients ont arrêté de commander de l'argent, d'arrêter leur commande, pardon, qu'il était de bon sens et de bonne administration, et donc d'agir en bon père de famille, que cette société ferme ses sites. La garantie a donc vocation à s'appliquer dans ce cas-là. C'est un exemple. Deuxième exemple de type d'extension de garantie qu'on peut voir appliquée dans ces cas-là, c'est la clause dite carence de clientèle. C'est une autre extension de garantie qu'on voit de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai pris un exemple là, les pertes d'exploitation résultant d'une interruption, donc sont couverts, etc. Je vous fais grâce du reste, du paragraphe qui précède. Les pertes d'exploitation résultant d'une interruption de son activité consécutive à un événement assuré touchant les biens d'un fournisseur, d'un sous-traitant ou d'un client. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est d'un client. Consécutive à un événement assuré. Événement assuré, ça n'est pas toujours défini dans une police d'assurance. Et lorsqu'on est dans une police d'assurance dite tout sauf, les événements assurés, ça n'est pas une liste exhaustive. Vous avez souvent une liste, incendie, inondation, bris de machine, et puis tout le reste. Tout sauf ce qui n'est pas exclu. Le raisonnement dans ce cas-là est de dire que les fermetures administratives ou la maladie ou la crise elle-même sont un événement assuré. Il y a parfois une définition de l'événement assuré qui dit événement accidentel et soudain, par exemple, qu'il touche les biens d'un client. Par exemple, il ferme, mettons par exemple le fournisseur d'un groupe de commerce. Tous les groupes de cette société qui a des commerces sont fermés, donc ces biens sont touchés. Il y a donc carence d'un client et on peut estimer que cette garantie va avoir vocation à s'appliquer. L'assureur va trouver des arguments pour dire non, bien entendu, mais le débat commence à être assez pointu. Et l'entrée dans le contrat pour le faire jouer est assez claire. Donc c'est un deuxième exemple d'extension de garantie, carence de clientèle, qui existe une fois plus dans certains contrats, pas dans tous, ce n'est pas du tout systématique, mais qui peut être une voie d'entrée. Il y a eu énormément de jurisprudence sur tous ces sujets depuis quelques mois. La jurisprudence a surtout été un débat d'exclusion. Alors, parce que les assureurs se sont retranchés dans les exclusions des contrats pour ne pas appliquer les garanties aux pertes d'exploitation Covid. Quelles sont les règles juridiques applicables aux exclusions? Je vais les rappeler ici parce qu'elles sont assez précises, surtout c'est général en droit des assurances, mais en France, c'est particulièrement clair. 2 articles du Code. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. Ce sont des conditions de forme. Si elles ne sont pas écrites en gras ou en caractère très spécifique ou en couleur, elles sont nulles. En général, ces conditions de forme sont respectées. Les assureurs ont l'habitude. Il peut y avoir des exceptions. Et il y a une règle de fond. Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Formelle et limitée. Les juges ont une interprétation très extensive de formelle et limitée. Un arrêt de principe de 2001 de la Cour de cassation
a décidé qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. Elle doit être immédiatement compréhensible par un novice. AXA, par exemple, a une clause d'exclusion sur les épidémies qui s'est fait retoquer récemment, car devant les tribunaux pour expliquer la clause, que je n'ai pas reprise là, il a pris une définition du dictionnaire médical. Il a été expliqué par les juges que s'il fallait le dictionnaire médical pour comprendre l'exclusion, c'est qu'elle n'était pas formelle et limitée. Donc, elle était nulle. D'autre part, cette jurisprudence de la Cour de cassation a été rappelée très clairement en juillet dernier, en expliquant que dès que la clause est ambiguë, elle n'est ni formelle ni limitée. Donc, elle est nulle. Il y a énormément de jugements, on en voit à la page suivante quelques-uns sur ces sujets-là. J'en ai là un exemple, mais qui détaille de manière extrêmement précise la lecture des exclusions. On voit bien qu'ils ont envie de les rendre nulles. Alors, pourquoi est-ce important? C'est important parce que, comme vous l'avez vu ou implicitement compris tout à l'heure, le débat juridique, il est le suivant. Est-ce que la garantie est acquise? Et si la garantie est acquise, est-ce qu'elle est exclue? L'exclusion, c'est le dernier rempart juridique d'un contrat d'assurance pour un assureur. C'est le donjon quand toutes les défenses ont été prises. Donc, si le débat se limite à l'exclusion, c'est que la garantie est déjà acquise, les conditions de garantie sont réunies. D'où l'importance du débat sur les exclusions, parce qu'il est le dernier rempart pour un assureur. Sur les sujets d'exclusion épidémie et Covid, il y a eu un jugement intéressant du tribunal de commerce de Nice du 13 janvier dernier, et un arrêt d'appel, qui est un des premiers arrêts d'appel sur la question. On peut revenir sur le slide d'avant. C'est le jugement du tribunal de commerce de Nice a jugé notamment d'une clause AXA de mémoire, précisant que la garantie n'est pas due lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Cette exclusion, qui a donné lieu à beaucoup de jurisprudence, a été jugée ambiguë, donc nulle, par le dit tribunal de commerce. Il est intéressant aussi de noter, on verra tout à l'heure, que ce jugement a utilisé les recommandations de la CPR pour le rendre nul. L'arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2021, le cours d'Aix-en-Provence a été très commenté parce que c'est le premier arrêt d'appel sur ces questions, et non pas seulement un jugement de première instance, sur cette même exclusion, et il a jugé que cette clause d'exclusion était non écrite, car ambiguë, et que donc la garantie de perte d'exploitation était due. Les assureurs ont évidemment réagi et ont introduit depuis le mois de septembre dernier, au fur et à mesure de l'échéance annuelle, l'échéance des contrats d'assurance, des nouvelles clauses d'exclusion dites Covid. Alors, je vais vous en donner un exemple sur la slide suivante. C'est un exemple parmi d'autres. Chaque assureur a la sienne. Bon, alors voilà une. Vous la voyez, elle est assez précise, justement. Il est généralement estimé que ces clauses sont valables pour le Covid et vont fonctionner, parce qu'on sait de quoi elles parlent. Donc voilà, vous en avez un exemple sous les yeux. Les dommages, les pertes et les réclamations résultant directement ou indirectement d'une épidémie, d'une pandémie ou d'une épizootie, qualifiée comme telle par les autorités publiques compétentes en la matière ou par l'OMS, d'une maladie contagieuse ou infectieuse, et en dessous, il y a une définition de la maladie infectieuse ou contagieuse, de manière à ce qu'il ne puisse pas être dit que la clause n'est pas claire. Ça, c'est une clause d'exclusion a priori valable. Mais elle démontre quelque chose à contrario. C'est que les clauses d'exclusion d'avant n'étaient pas claires. C'est ce que le jugement du tribunal de commerce de Nice a utilisé, car l'autorité de régulation, la CPR, l'année dernière, a demandé de manière formelle aux assureurs de clarifier les contrats qui n'étaient pas et les clauses qui étaient ambiguës. Le jugement du tribunal de commerce de Nice a considéré que l'introduction de cette exclusion après cette recommandation de la CPR démontrait que les clauses antérieures étaient justement ambiguës. C'est intéressant comme raisonnement. S'il est généralisé, c'est embêtant pour les situations de l'année dernière pour les assureurs. Il n'est pas généralisé aujourd'hui. C'est sur ces sujets qu'il est intéressant de voir où en sont les Britanniques. Les Britanniques ont avancé beaucoup plus vite que nous.
car l'autorité de régulation ne fonctionne pas comme chez nous et le système juridique est différent. L'autorité de régulation a pris l'année dernière au mois de juin, elle n'a pas fait comme la CPR en France, elle n'a pas fait une étude avec un communiqué de 20 lignes, elle a pris les 21 contrats les plus répandus sur le marché anglais, elle a pris des avocats et elle a fait ce qu'on appelle un test case, donc un cas type, devant les tribunaux anglais pour demander au juge de trancher et de donner son interprétation de ces clauses. Ça a donné lieu à un jugement de première instance du 15 septembre et un arrêt d'appel du 15 janvier sur 21 clauses, qui sont les clauses les plus répandues de fermeture administrative, d'épidémie, de déclenchement des pertes d'exploitation sur le marché britannique. Sur ces 21 clauses, le jugement et l'arrêt d'appel a aggravé la condamnation, a estimé que 19 sur 21 étaient applicables au Covid. C'est un arrêt de 140 pages dont j'ai fait une analyse détaillée et précise parce qu'elle analyse chaque clause, dont je vais vous faire grâce ici parce que c'est quand même un petit peu technique. Mais très clairement, et ça a été interprété comme tel par tous les intervenants et notamment par l'autorité de régulation, c'est très en faveur des assurés. Les interprétations sont très extensives, c'est clair. Lorsqu'on les lit, clause par clause, on voit que le juge britannique cherche à ce que les clauses s'appliquent en faveur des assurés, c'est évident, ça se ressent très bien. J'en donne un exemple après, vous allez le voir, mais c'est la logique. Pourquoi je l'ai mis là? C'est un peu la même logique que celle des juges français actuellement en matière d'exclusion. Voilà. Sauf que là, le débat est peu sur des exclusions, il est sur les conditions de garantie, c'est-à-dire qu'il est un cran avant et que dans le système britannique, il donne une clé d'interprétation qui va servir à tous les tribunaux derrière, ce qui ne fonctionne pas de la même manière devant les tribunaux français où le précédent n'a pas la même valeur. C'est en application de cet arrêt du 15 janvier 2021 que l'autorité de régulation des assureurs britanniques a estimé que 370 000 entreprises britanniques seraient couvertes. C'est le nombre d'entreprises qui bénéficient de ces contrats, de ces 19 contrats sur les 21. Alors, je vous ai donné à la page suivante un exemple avec une traduction libre faite par nos soins, mais ça vous donnera une idée que vous allez avoir sous les yeux dans la slide d'après. Action des autorités compétentes, les pertes donc sont couvertes. Les pertes résultant d'une interruption ou d'une ingérence dans l'entreprise à la suite d'une action de la police ou d'une autre autorité locale, civile ou militaire, compétente à la suite d'un danger ou d'une perturbation à proximité des locaux dont l'accès sera empêché, à condition toujours qu'il n'y ait aucune responsabilité, à condition toujours, pardon pour les anglicismes, qu'il n'y ait aucune responsabilité au titre de cette garantie supplémentaire pour les pertes résultant de l'interrupteur, etc. C'est de l'anglais, on voit que c'est de l'anglais traduit, mais ça ressemble en fait beaucoup à la manière dont les clauses françaises sont rédigées. Elles sont rédigées en France, en français, donc ce n'est pas la manière de les tourner, mais c'est une clause de fermeture administrative, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a marqué impossibilité d'utilisation. Vous voyez? Donc, on ne la confond pas avec l'entrave, qui est une autre notion juridique. Le fait que l'accès doit être physiquement et juridiquement impossible, c'est une interprétation qui est considérée par la Cour comme indûment étroit. Donc, on ne peut pas l'interpréter en disant qu'il faille une impossibilité d'accès physique aux locaux. La possibilité, elle peut être pas juridique, mais elle peut être consécutive à un contexte économique dû aux décisions administratives. C'est en application de cela que le même arrêt a estimé que des décisions administratives nationales prises sur le territoire britannique et concernant l'ensemble d'un secteur étaient considérées comme s'appliquant à un lieu. Pourquoi? Parce que souvent ces clauses ont été pensées, on le voit, comme il y a une explosion de gaz au bout de la rue, les commerces sont fermés, la garantie s'applique. La manière dont ces clauses sont rédigées permet de dire au juge qu'une interdiction nationale ou une limitation nationale d'accès au commerce, comme on les a vus depuis un an, ou aux entreprises, parfois même, mais pas seulement au commerce, peut entrer dans le champ de ce type de clause. C'est ça que ça signifie. Il y a le même type de clause d'interdiction, enfin de restriction en Angleterre. Là, on parle, voyez-vous, d'une interruption, d'une ingérence dans l'entreprise, d'une action de la police. Il est estimé par le juge britannique que c'est une interdiction d'accès aux locaux, alors qu'il n'y a pas ces termes, mais que ça revient à cela. Voilà. Alors, pardon pour le raccourci, mais pour moi, il faudrait que je vous lise les 4 pages du raisonnement britannique, mais c'est difficile à résumer dans une présentation comme aujourd'hui. Et vous avez clause par clause
une analyse de ce type. Dans 2 cas, il est retenu que la condition de garantie est trop restrictive pour qu'elle soit applicable, et donc la garantie des assureurs n'est pas due. Mais ce sont des cas minoritaires. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième débat, qui est un débat qui est en plein aujourd'hui en France, qui est en plein en Angleterre, même si en Angleterre, il y a déjà donc cette jurisprudence de principe qui donne une clé de lecture, une grille de lecture très nette. Le troisième débat, il est en cours, il n'est pas aujourd'hui tranché par les tribunaux, c'est l'application des garanties principales des contrats. L'application des garanties principales des contrats, comment ça fonctionne? Elle fonctionne de la façon suivante. On l'a fait fonctionner en regardant la manière dont les différentes garanties du contrat s'articulent. Je vous donne un exemple. Les conditions générales du contrat prévoient que sont couvertes les pertes de marge brute, etc., consécutives à un sinistre. Très bien. Il n'y a pas le mot sinistre là, mais c'est écrit ailleurs. Excusez-moi. Le sinistre est matérialisé par la réalisation de l'un des événements couverts et atteignant l'un des biens assurés. Quels sont les biens assurés? À droite, en bas. La garantie couvre l'ensemble de vos biens, sauf ceux exclus, tant que la liste puisse être considérée comme prélimitative. Pas la peine de lire en dessous. Il n'y a pas de liste des biens assurés qui soit limitative dans le contrat. À gauche, quels sont les dommages assurés? Tous les dommages subis par les biens assurés par la suite d'un ou plusieurs événements accidentels ou fortuits, ne faisant pas l'objet d'une exclusion. Par dommage, on entend toute atteinte à la structure, l'aspect ou la substance des biens assurés. Il n'y a pas d'événement listé, il n'y a pas de biens assurés listés. C'est typiquement un contrat tout sauf dans tous les sens du mot. Il n'y a pas une liste par exemple des commerces, il n'y a pas une liste des bureaux, il n'y a pas une liste des usines, il n'y a pas une liste des magasins, et il n'y a pas une liste des événements, l'incendie, l'explosion, la foudre, le brise-glace, l'inondation. Donc, ce qui est couvert, c'est tous les événements qui ne sont pas exclus, il n'y a pas d'exclusion applicable en l'espèce, et tous les biens qui ne sont pas exclus. Et on ne voit pas de biens qui s'appliquent, d'exclusion qui s'appliquent en l'espèce. Le raisonnement qui peut être retenu en l'espèce, qui est sur la slide suivante, dans mon volume. Ah oui, ça, je suis dans le mauvais sens devant moi. Il est le suivant. Il y a 3 ordres, 3 angles d'attaque. Le premier, il est tiré de la jurisprudence américaine, dont on va parler tout de suite. Des dommages aux biens sont provoqués directement par le Covid. Je vais vous expliquer. Le deuxième angle d'attaque, il n'y a pas de notion de dommage matériel dans le contrat. Les assureurs répètent à l'envi depuis un an qu'il faut un dommage matériel pour que la garantie soit acquise. Ce mot n'existe pas dans tous les contrats. Je connais plusieurs cas très clairs dans lesquels il n'y a pas de notion de dommage matériel. Ça n'a pas empêché les assureurs d'écrire, hein, mais dans le contrat, ça n'y est pas. Le troisième angle d'attaque, comme on l'avait tout à l'heure, la liste des biens assurés n'est pas exhaustive. Alors là, c'est très français. Les anglo-saxons n'y ont pas pensé parce que c'est une notion qui n'existe pas chez eux. En droit français, il y a une notion qui s'appelle le fonds de commerce, qui est très puissante. Je connais de nombreux contrats dans lesquels des avenants expliquent que dans un groupe d'entreprises, elles ont acheté des fonds de commerce. Et le fonds de commerce est ajouté parmi la liste des assurés. Donc le fonds de commerce devient un bien assuré. Troisième angle d'attaque. Lorsqu'on ne peut pas, on n'a plus de clientèle, lorsque l'accès est interdit, ou lorsque les clients ne peuvent plus venir, ça ressemble quand même fortement à une atteinte à la clientèle. Et la clientèle, c'est une composante du fonds de commerce. C'est un bien assuré. Voilà 3 types d'angles d'attaque que l'on peut tout à fait imaginer. Le premier, les dommages aux biens sont provoqués directement par le Covid. C'est un angle d'attaque qui a été reconnu par les jugements, par les tribunaux américains depuis le mois d'août dernier. Il y a à ce jour 34 jugements américains qui l'ont reconnu. Ça représente à peu près 19%, 18,9% des jugements. Donc, vous voyez, un peu moins d'un cinquième, qui ont reconnu que le Covid en lui-même, le virus, était
créateur en lui-même d'un dommage. Ce n'est pas les fermetures administratives, ce ne sont pas les décisions gouvernementales, ce ne sont pas les carences de clientèle, non, c'est le virus lui-même. J'ai pris 3 exemples de jugement. Un premier donc, du 12 août 2020, qui est un des premiers en l'espèce. Le coronavirus, en tant que substance physique, active sur des surfaces physiques inertes et émises dans l'air, a contraint en l'occurrence un salon de coiffure à suspendre ou à réduire ses affaires. Le juge a donc estimé que les plaignants, donc l'entreprise, avaient subi une perte physique directe. Pourquoi physique? Parce que dans les contrats américains, en général, on écrit physical damage, non pas dommage matériel. Deuxième exemple, la perte physique de biens inclut le revenu perdu du fait des restrictions gouvernementales. Perte physique, physical loss, c'était la notion dans ce contrat. Il est estimé que, en l'occurrence loi de l'État de Washington, que soit retenue toute interprétation raisonnable du libellé de la police qui favorise l'acceptation du preneur d'assurance. C'est le même principe que l'application de l'article 1170 du Code civil en France, suivant lequel, dans le cas d'une clause ambiguë, elle s'interprète en faveur du débiteur, en l'espèce l'assuré. C'est l'application du même principe. La clause est ambiguë, elle s'applique en faveur de l'assuré. Et là, l'interprétation du juge a été la perte physique est caractérisée par la présence du virus qui se balade et qui peut se déposer dans un Airbus ou dans un magasin ou dans un bureau. Troisième exemple de jugement, la perte physique directe, direct physical loss, couvre une variété de pertes, y compris celles sans dommages structurels tangibles. Ce n'est pas parce que la chaise ne se défait pas sous l'effet du virus qu'il n'y a pas un dommage quand même. Pas parce qu'il n'y a pas une inondation sur la chaise, ou ce n'est pas parce qu'elle n'est pas brûlée, dans des sinistres plus classiques, que le dommage n'existe pas. La question est, y a-t-il un dommage? Voilà. Donc, pardon pour ces explications assez techniques, mais c'est là qu'on en est. En France, sur ces derniers aspects, il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui, à ma connaissance. Un petit récapitulatif des chiffres. Donc, selon l'autorité de régulation française, 2,6% des contrats ouvrent droit à la garantie, 4,1% sont ambigus, c'est-à-dire, comme l'a dit Denis Kessler, que le juge tranche, ça fait 46 000 contentieux. Selon certains courtiers français, environ 15% des contrats couvriraient, c'est-à-dire 170 000, si on fait un rapport. Selon le régulateur britannique, c'est 370 000. Et si on fait une statistique sur la dernière jurisprudence américaine, c'est 18,8% des contrats sur les 180 qui ont été recensés par les articles américains spécialisés sur la jurisprudence américaine à ce jour. Voilà où on en est sur l'état de la jurisprudence française et anglo-saxonne. Merci. Peut-être peut-être qu'on peut avoir quelques questions à ce sujet aussi, oui, maintenant, si vous voulez. Parce que, donc, vous avez vu que c'est pas simple. Il faut avoir souscrit une garantie dommage, perte d'exploitation, suite à dommage, et puis vous voyez les différentes possibilités qui peuvent se présenter sur des contrats. Certains sont plutôt des contrats professionnels, etc. Mais on voit que la jurisprudence, les choses évoluent. Il faut vraiment rester au contact. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou. Il y a une question qui peut être qui est posée. Les garanties prévues dans les extensions, comme par exemple la fermeture administrative, Maître Gros, est-ce qu'elle joue à la place ou en plus des autres garanties dans les contrats? Et faut-il choisir surtout? Alors oui, c'est vrai que souvent ces garanties, qu'on appelle les extensions, sont des garanties, comme le dit le mot extension, en plus des autres. Non, on n'est pas obligé de choisir. L'usage est devant les tribunaux français qu'on puisse faire des demandes principales et des demandes subsidiaires. Dans un contrat d'assurance, vous avez des extensions de garantie. Souvent, c'est plus facile d'obtenir qu'elles soient applicables. La limite, c'est que souvent, elles sont plus limitées en montant. La limite pour l'assuré. On peut tout à fait faire une demande à plusieurs titres. La garantie principale du contrat, la garantie annexe et une troisième garantie. Donc, les demandes peuvent se cumuler. À bout du compte, il y aura un choix à faire par le juge
hein, savoir laquelle s'applique, mais on peut demander plusieurs. Avant de savoir laquelle s'appliquera, évidemment, on demande la plus favorable, mais on peut aussi demander les autres en plus. Il n'y a pas de choix à faire au début. Non. Merci. Alors, je vois pas de questions. C'est clair. Alors, si je vois une question, les décisions des tribunaux de commerce ne sont-elles pas à prendre avec des pincettes? Quelle dose de recul doit-on avoir par rapport aux décisions? On est en France, on est dans un système juridique français, c'est-à-dire pas dans un système juridique de droit romain et non pas de droit anglo-saxon. Donc, les décisions des tribunaux ne sont pas des proceedings comme dans les pays anglo-saxons où elles ont une force beaucoup plus importante pour les tribunaux ensuite. Oui, sur des décisions de première instance, donc en appel, elles peuvent toujours être bien entendu réformées. Alors, oui, par définition, on n'a pas de recul. Le premier arrêt d'appel qu'on a sur les exclusions, il les a confirmées. Ah, c'est clair. Bon. En Angleterre, où il n'y a pas de système des tribunaux de commerce, l'arrêt d'appel a même élargi les décisions de première instance. Donc, on n'en sait rien. N'oublions cependant pas une chose, c'est que l'exécution provisoire est de droit en France depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est condamné en première instance, il doit exécuter le jugement. C'est-à-dire qu'il doit payer. Voilà. Donc, si vous obtenez un jugement du tribunal de commerce qui condamne votre assureur, il peut faire appel, il fera appel, mais il faudra qu'il paye déjà. Voilà. Donc après, c'est un rapport de force, hein, c'est une négociation. Où est l'argent? Si l'argent est dans une poche, la négociation, c'est toujours plus facile de négocier quand on a l'argent de son côté que de l'autre. En tout cas, c'est la base de toute négociation. Donc je retiens droit romain et pas droit anglo-saxon, ou éventuellement avec des pincettes, mais si on a un premier jugement, il faut être exécutoire. Alors peut-être qu'on passe sur la point d'attention au niveau de la prescription biennale. Tout à fait. Alors, le calendrier ou la deadline qu'on peut tous avoir en tête, c'est la prescription biennale. Pardon pour les connaisseurs de l'assurance qui n'y apprendront rien là, et pardon pour le S qu'il n'y a pas dans toutes les actions. En droit des assurances, il y a une prescription qui est très claire et qui est très forte. Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. C'est une prescription d'ordre public qui ne peut pas y être dérogée, même quand certains ont essayé, hein, parfois en faveur de l'assuré, certains assureurs étaient prêts parfois à y déroger. Pas possible. La prescription biennale, elle est vraiment d'ordre public, elle ne peut pas être supprimée. Et l'action d'indemnisation, donc c'est-à-dire l'action de l'assuré pour obtenir que son assureur le paye, entre dans le champ de cette prescription biennale. 2 ans, c'est assez court. C'est-à-dire que pour les sinistres Covid, ça va commencer à courir en mars de l'année prochaine, voire de fin février pour les gens qui sont dans l'Oise, pour les premiers arrêtés. Et elle est radicale, elle a des effets assez nets, la prescription biennale. Hein. Donc le seul débat qui pourra avoir lieu, c'est sur son point de départ. Quand est-ce que la prescription biennale démarre? C'est le jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Donc la charge de la preuve de l'ignorance repose sur l'assuré, ce qui n'est jamais évident quand la charge de la preuve repose sur l'assuré. Comment l'interrompt-on? Autrefois, on l'interrompait par citation de justice ou par nomination d'experts. Aujourd'hui, on peut l'interrompre de manière plus précise, plus simple, par lettre recommandée, mais qui doit désigner spécifiquement l'interruption de cette clause. Les courtiers ont l'habitude, votre courtier en a tout à fait l'habitude sur la manière de le faire. Par sécurité, en général, c'est toujours fait avant l'arrivée de la prescription. Donc, je pense qu'en janvier prochain, beaucoup vont le faire pour se préserver leurs droits, s'ils n'ont pas déjà introduit d'action en justice ou s'ils l'ont déjà fait avant. Mais il est clair qu'aujourd'hui, certains peuvent avoir intérêt à ce qu'on n'en parle pas trop, parce que si la prescription passe l'année prochaine, il y a beaucoup qui vont se retrouver marrons dans un an dernier. J'ai beaucoup de mes clients, enfin pas de mes clients, c'était pas mes clients, je leur aurais dit avant, mais qui pour les gilets jaunes se sont retrouvés prescrits en décembre dernier parce que ça faisait plus de 2 ans. Et les gilets jaunes, ça avait démarré pour les premiers en novembre 2019. Voilà, 18. Donc, en décembre 2020, c'était prescrit. Donc, ça vient assez rapidement. Et lorsqu'on discute avec son assureur de manière aimable par écrit et qu'il refuse ou qu'il accepte, la prescription n'est pas interrompue. Voilà. Donc,
quelque chose auquel il faut veiller et il faut avoir dans son agenda pour tout risk manager ou pour tout juriste d'assurance la date du début de l'année prochaine pour l'interrompre si ça n'a pas été fait avant. Elle est normalement aussi un peu encadrée par la jurisprudence puisqu'elle doit être rappelée, c'est l'objet de la slide suivante, rappelée dans le contrat. Hein. C'est-à-dire que les dispositions sur le code d'assurance doivent être inscrites dans le contrat d'assurance, ce qui a permis dans certains cas de ne pas la rendre inopposable aux assurés. Mais cette jurisprudence maintenant a quelques années et les assureurs ont pris soin dans tous leurs contrats, parce qu'il faut quand même faire attention, de l'introduire. Voilà. Donc, désormais, l'inopposabilité de la prescription biennale à l'assuré, je n'ai quasiment plus vu de cas où on la voit. Tous les contrats d'assurance ont systématiquement introduit la prescription biennale rappelée de manière explicite à l'intérieur du texte du contrat. Autrement, elle n'était pas opposée. Donc, c'est un angle d'attaque qu'on ne peut plus trop utiliser. Voilà, mais ayant en tête cette deadline finale, après laquelle il ne sera plus possible de faire grand-chose, sauf discuter sur le point de départ, mais ce n'est jamais des discussions très confortables. Hein. La prescription n'a pas démarré le jour du premier confinement, mais après, parce que mon activité n'était pas… Oui, peut-être, mais ce sont des discussions quand même dans lesquelles on est mal à l'aise. Donc, pas oublier de l'avoir interrompu dans les bonnes formes et aux bonnes dates. Voilà, pardon pour cette petite précision, mais qui a son sens. Olivier ? La chronologie. Voilà, il y a la chronologie. On vous a mis une petite frise chronologique qui rappelle les principales dates de cette période Covid, depuis le début en partant de la survenance des premiers cas en Chine, 31 décembre 2019, jusqu'à nos jours, et avec bien sûr quelques points d'attention sur les dates principales, comme l'arrêté du 15 mars qui a listé les établissements qui devaient être fermés au public. On peut retenir également la date, tu peux passer sur le slide suivant, la date du 2 juin également qui a marqué la réouverture des bars et des restaurants terrasses, et puis évidemment le décret du 29 octobre. Voilà, j'ai quelques dates à retenir. Voilà. Et justement, comme le disait Jérôme, il faut faire attention effectivement à interrompre la prescription avant l'expiration du délai de prescription biennale. Alors, chez Dio, comme tout le monde, nous n'avons pas été préparés à cette situation inédite qui nous est tombée dessus de façon complètement inattendue. Et tout de suite, nous avons tous été mobilisés, tant les équipes production que les équipes sinistres. Et donc, il a fallu s'organiser. Et très vite, on a mis en place une task force avec une équipe de juristes pour coordonner la gestion et le suivi des sinistres Covid sur l'ensemble de notre périmètre, aussi bien grand compte que marché spécialisé. Et comme l'a évoqué Frédéric au début, nous avons effectivement procédé à l'identification de tous les sinistres Covid avec une codification spécifique pour nous permettre justement d'avoir un reporting sur ces sinistres qu'on a mis en place avec nos équipes IT. Nous nous sommes également attachés à suivre cette jurisprudence qui est en train d'évoluer et qui nous apporte des précisions. Nous mettons en place également des réunions assez périodiques avec les équipes et on travaille énormément en collaboration, bien évidemment, avec les départements production et les directeurs de clientèle. Les directeurs de clientèle qui d'ailleurs ont été les premiers à avoir été contactés par nos clients, par les clients sur le sujet Covid. Voilà. Et puis nous restituons du coup, dans le cadre de ces travaux, des rapports biannuel, on va dire, à la direction générale. On en a fait un cet été et le prochain est en cours. Voilà. Alors chez Dio, nous avons plus de 1000 contrats dommages aux biens. Et pour vous donner une idée de la volumétrie des sinistres Covid, nous avons à ce jour enregistré 250 déclarations de sinistres Covid, dont 73% dans le secteur de la restauration et 7% dans le secteur de l'hôtellerie. Et après, effectivement, à plus faible ampleur, d'autres sinistres qui concernent les secteurs de l'audiovisuel, de l'automobile, de l'événementiel,
des galeries d'art également. Enfin voilà. Donc, et comme tout le monde, on s'est tout de suite heurté effectivement au refus de garantie des assureurs, qui, comme le rappelait Jérôme, nous ont avancé tout de suite les arguments suivants, c'est-à-dire que le risque Covid n'était pas assurable, il n'y avait pas de dommages matériels. Et puis surtout aussi que certaines enseignes avaient la possibilité de faire de la vente à emporter ou de faire des livraisons. Donc voilà. Nous avons également quelques assureurs qui ont accepté à l'époque, donc au début, premier semestre, de faire des gestes. Là, je citerai juste à titre d'exemple MMA avec son indemnité de crise sanitaire, et nous avons pas mal de clients certains clients qui ont vraiment pu en bénéficier. Donc ça, c'était une indemnité en fonction du chiffre d'affaires de la société, entre 1 500 et 10 000 euros, je crois, de mémoire. Il y a également des assureurs qui ont accepté d'octroyer des remboursements de primes. Et puis, nous avons quand même des assureurs qui ont accepté des transactions amiables. Voilà. On a quelques clients pour lesquels ça a marché dans le cadre, c'est des clients qui étaient dans le secteur de la restauration. Et puis, alors, bon, on n'a pas eu beaucoup de dossiers quand même, malheureusement, dans lesquels nous avons pu obtenir la garantie de l'assureur. On a quand même eu le cas pour des contrats qui prévoyaient des contrats d'annulation d'événements avec l'extension maladie infectieuse. Donc ça a marché, mais on n'en a vraiment pas beaucoup. Enfin, ça se compte sur sur les doigts d'une main et encore. Voilà, mais on a quand même réussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que la majorité des contrats, de toute façon, sont sans garantie. Et pour rappel, je reciterai le rapport de la CPR qu'a présenté Jérôme tout à l'heure, qui effectivement fait état de 93% des contrats qui sont sans garantie. Et ça, nous l'avons expliqué à nos clients. Et nos clients, la majorité de nos clients l'a bien compris et ont bien compris les limites justement des garanties de leur contrat, bien évidemment hormis les cas médiatisés dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. C'est ce qui a donné beaucoup de débats. Et justement, concernant les sinistres pour lesquels il n'y a pas de garantie, et surtout lorsqu'il existe un flou et matière à interprétation, c'est là où nous intervenons. Notre rôle est d'agir dans un sens favorable au client, et c'est là qu'il faut parfois être prêt à aller jusqu'à la procédure judiciaire. Mais avant cela, bien évidemment, comme l'expliquait Jérôme au début, il faut effectivement justifier l'existence d'un préjudice PE et surtout le chiffrer. Et c'est là le rôle des experts d'assurer notamment. Et puis surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque contrat est différent et c'est vraiment une analyse au cas par cas. En examinant les garanties de votre contrat, que ce soit les garanties principales, les extensions de garantie, les exclusions et également les limites. Et ensuite, quid de ces garanties au regard de la jurisprudence actuelle. Donc c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Et justement, avant d'entamer une action judiciaire, nous sommes là, nous courtiers, à vos côtés, pour vous aider à peser justement les pour et les contre d'une éventuelle action et d'étudier les impacts que cela pourrait avoir sur votre contrat afin justement d'avoir une décision éclairée, que vous ayez tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on sait qu'une action judiciaire aura nécessairement pour effet quand même de dégrader votre sinistralité. Et les assureurs, dans ces cas-là, et vous allez en subir les conséquences. Donc, les assureurs pourront soit ajuster leurs garanties et les capacités, encore résilier pour sinistralité. Et là, on se retrouve, et là, il va falloir replacer votre contrat dans un contexte de marché quand même qui est difficile et assez tendu, comme tout le monde le sait. Et voilà, donc c'est tout le travail d'analyse que nous faisons pour les clients, avec les clients et en collaboration avec les directeurs de clientèle et les départements de production. Donc il y a un vrai travail d'équipe et de réflexion sur tous ces sujets. On a eu de gros sujets, on a eu aussi, c'est ce que je vous disais, on a des sinistres aussi bien avec des sociétés de taille très différentes et on n'appréhende pas les choses de la même manière. Et puis l'avocat, lui, est là justement pour nous apporter une analyse juridique approfondie de votre contrat et de déterminer les chances de réussite que vous pouvez avoir. Parce que dans tout contentieux, de toute façon, il y a un aléa. Et c'est là qu'il faut pouvoir le mesurer. Voilà.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas encore tirer peut-être de principe vraiment général de cette jurisprudence, mais on commence à avoir justement les premières décisions, la première décision de la Cour d'appel qu'a cité Jérôme sur d'Aix-en-Provence du 25 février 2021, qui est une décision qui a été rendue en faveur des assurés. C'est la première décision. Il faut attendre maintenant d'avoir un peu plus de décisions du second degré des juges d'appel. On aura très peu. Il y en aura très peu, je pense, mais on verra. Et puis par définition, nous portons sur les exclusions. Sur le premier débat. Donc, elles sont toujours décalées. Hein. Donc, les assureurs comptent là-dessus, c'est logique. Hein. C'est le sens de la tribune de Denis Kessler. Hein. Ouais. C'est pas couvert économiquement. Bon, allez, il y a quand même quelques contrats où c'est couvert. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Faites-nous 170 000 procès. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est un choix. Voilà. Alors, on a fait un petit travail aussi d'analyse justement sur ce premier contentieux avec toutes ces clauses d'exclusion, d'extension de garantie, etc. Et on s'aperçoit que sur 45 décisions rendues au fond, il y en a 27 qui sont en faveur des assurés et 18 qui sont en faveur des assureurs. Donc, il y a quand même une tendance, on va dire, des juges à donner raison aux assurés, aux clients. Et c'est tout le débat justement des exclusions avec le formalisme, les arguments de défense du formalisme, l'article 112.4 du Code des assurances, pardon, qui prévoit que les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. Les conditions de fond, c'est l'article L113.1 qu'a illustré Jérôme également, qui prévoit que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée. Et puis on a aussi tout le débat sur l'article 1170 du Code civil qui est sur l'obligation essentielle. Et enfin aussi, surtout également, l'article 1190 selon lequel le doute profite à l'assuré. Voilà, c'est ce qu'expliquait Jérôme aussi en début. Dès qu'on a le moindre doute, de toute façon, les juges tranchent en faveur des assurés. Et donc, on est vraiment en train d'assister, je pense, à un débat passionnant que nous offre tout ce contentieux. Et on arrive dans une deuxième vague, on va dire, de contentieux qui se dessine depuis la fin de l'année sur justement l'application des garanties principales des contrats. Et là, on voit apparaître justement des arguments assez, je dirais, ambitieux ou audacieux des avocats pour défendre peut-être l'application de ces principes, des garanties principales. Et on n'a pas encore de décision encore là-dessus. Mais Jérôme nous a bien développé les 3 angles d'attaque indispensables pour plaider la garantie de ces contrats, des garanties principales. Alors chez Dio aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a un peu moins de une dizaine de contentieux en cours, essentiellement sur les extensions de garantie PE. Un petit peu, on commence à avoir justement un contentieux à plaider un contentieux sur l'application des garanties principales. Et puis on a aussi pas mal de dossiers pour lesquels nous avons des assurés qui ont saisi leur conseil. On est toujours en phase très longue de discussion avec les assureurs. Il n'y a pas eu d'assignation, mais on sent que qu'il y a de plus en plus, que les menaces d'assignation en tout cas commencent à être un petit peu de plus en plus fortes. Et là, justement, il y a toute une réflexion, assureur, assuré. Est-ce qu'on n'a pas intérêt d'aller vers une transaction avec l'assureur Voilà, donc on verra ce que ça donne. On risque quand même, au regard de l'évolution du contentieux, à avoir quand même de plus en plus, en tout cas un peu plus d'assignations. Mais l'avenir nous le dira. Ce qu'on sait, c'est que le sujet n'est vraiment pas prêt de s'essouffler et qu'il va faire encore couler beaucoup d'encre. Et il faut faire bien sûr, voilà, je rappellerai enfin le point d'attention quand même de la prescription biennale qui est très important et l'importance d'agir dans le cadre de ce délai. Alors, justement, j'en profite, excuse-moi, je te coupe Vesna, mais je vois qu'il y a 2 questions. Il y en a une qui est sur la prescription, qui dit les différentes mesures administratives prises successivement depuis 1 an permettent-elles de reporter d'autant le délai de prescription biennale? Alors, elles permettent de reporter d'autant si on estime qu'il y a autant de sinistres que de décisions administratives.
Dans certains cas, souvent, pas toujours, mais on peut estimer, mais ce n'est pas encore tranché aujourd'hui, hein, qu'il y a un sinistre par décision administrative, par arrêté ou par décret. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le premier est prescrit, mais pas le deuxième. Et Il peut y donc, avoir plusieurs actions, mais tout à fait. non, mais ça, c'est si on estime que le sinistre, c'est la décision administrative. Si on estime que le sinistre, c'est la maladie, non. C'est ça, ça dépend Parce de qu'en quel revanche, elle a angle, continué de courir. Donc, ça dépend quel est ce qui est retenu dans le contrat ou ensuite par le juge comme étant le déclenchement de la garantie. Hein, donc, la réponse n'est pas univoque. Alors, j'en profite puisque je vois qu'il y a une autre question. Avez-vous eu des réclamations suite à des retards de livraison consécutifs au Covid? Fermeture de sites de production, absence de personnel, souci d'approvisionnement. Donc, est-ce qu'on a des réclamations suite à des retards de livraison? Ces retards de livraison étant liés au Covid? Non, essentiellement, ce qu'on a eu comme dossier, c'est essentiellement des fermetures. Enfin, les clients peuvent l'avancer, effectivement, mais ce n'était pas l'objet principal de leur réclamation. Mais ça en faisait partie. Mais ça en faisait partie. C'est avancé quand même, effectivement, dans les dossiers. Alors, une question qu'on ne nous a pas posée, mais que j'ai souvent entendue, c'est quel secteur ça touche? En fait, comme vous l'avez vu, c'est une question c'est pas une question de secteur. À condition, bien entendu, que vous ayez subi un préjudice lié à la crise de l'année dernière, ce qui veut dire à peu près tout le monde, sauf les banquiers, les assureurs, certaines grandes surfaces et les providers de services permanents, l'électricité, le gaz et Internet, tout le monde a eu des préjudices. Tous les autres secteurs en ont eu. Alors, dans certains secteurs, c'est 2% du chiffre d'affaires, dans d'autres, c'est 100%. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ces secteurs-là, qui sont donc tous les secteurs sauf ceux que j'ai nommés, mais il y en a peut-être quelques autres, mais de mémoire, c'est à peu près tout cela. La question, c'est pas est-ce que je suis concerné, c'est je suis concerné. Ensuite, est-ce que mon contrat permet que cette garantie joue? Voilà. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, j'ai une trentaine de dossiers d'assurance de perte d'exploitation contre des assureurs. Pour des entreprises de toute taille, hein, il y a les préjudices peuvent être de quelques centaines de milliers à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, il y a vraiment tout. Et ça va du restaurant à la multinationale cotée. Donc, il n'y a pas de réponse univoque par contrat, hein, je répète. Ça semble peut-être du juridisme, mais c'est la vérité. Les juges regarderont contrat par contrat. Voilà. Et dans un contrat, vous pouvez avoir 0% de chance. Ça va être le cas de la majorité des contrats. Je pense, entre vous et moi, que les 7% estimés par la CPR, c'est quand même gentiment vu. Donc, c'est plus que 7%. Je pense davantage aux 15 que des courtiers ont identifié. Et 15%, ça fait donc 170 000 entreprises. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. Alors après, les chances, ça peut être 10%, ça peut être 50%, ça peut être 80%. Ça va dépendre de l'angle du contrat, si vous avez un préjudice. Voilà. La préception biennale, ne l'oubliez pas. Dans la culture anglo-saxonne, hein, signer son assureur pour négocier ensuite, c'est normal. En France, dans un pays catholique, c'est pas bien. Mais bon, Okay, c'est un rapport de force. On dit tout à qu'on conclut. Je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot, Vesna, avant que je fasse le petit mot de la Ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la On a décision une de dernière question, excusez-moi, il y a une dernière question. Avez-vous une vision des conséquences économiques sur les contrats dommages et Le PE? mot de la fin. En tout cas, merci de votre présence à ce webinaire. Merci à Maître Goy et à Vesna. J'aime bien le terme de décision éclairée que vous voyez encore à l'écran, comme l'a expliqué Vesna, comme l'a expliqué Maître Goy. D'abord, il faut partir sur le fait que vous ayez un préjudice, et après, on voit qu'il y a des contrats finalement qui ont une couverture relativement claire dans les termes de production cinématographique. On voit, il y en a d'autres où c'est un peu moins clair et c'est une lecture fine de votre contrat, d'où l'intérêt de travailler avec votre courtier, avec un conseil pour voir. Et ce n'est pas que la lecture fine du contrat, c'est aussi l'évolution de la jurisprudence, d'où l'intérêt de vous faire un topo et un point aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez voir si elle est plutôt favorable ou si elle est plutôt défavorable. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a pesé le pour et le contre, je rajoute ce qu'a dit Vesna, il est important d'avoir une discussion pour dire et qu'est-ce qui se passe si j'assigne ou si je vais réclamer à mon assureur, quel est l'impact également sur mon contrat. Et une fois qu'on a cet ensemble, on peut, vous pouvez, c'est vous qui prenez la décision, en tant que client, avoir la décision éclairée. Et comme et je
conclurai sur la même chose que Vesna. Nous, on vous suivra et on vous respectera, on vous apportera tous les éléments pour une bonne décision. C'est vous qui la prendrez, mais on sera toujours à vos côtés. Voilà, ben écoutez, encore merci pour votre présence, merci pour votre confiance. Merci à Maître Goua, merci à Vesna et désolé pour le démarrage un petit peu compliqué de ce webinaire. Bonne journée à vous, prenez soin de vous. Merci bien. Merci bien. Bonne journée.